Bienvenue, bonjour François-Olivier Gisbert. Bonjour Sonia Marbot. Dis donc, quel bonjour Tony Truant. Toujours, c'est la marque de fabrique. Exactement, éditorialiste, essayiste, auteur à succès avec la formidable série de livres sur l'histoire intime de la Ve République. Une série d'ailleurs qui nous éclaire sur le formidable flair politique de certains responsables à ce sujet. François-Olivier Gisbert, tandis que les blocages se multiplient comme hier à la Sorbonne, diriez-vous que François-Xavier Bellamy a fait preuve de ce flair politique en se rendant hier devant Sciences Po, où il y a eu une sorte de combat idéologique, bien sûr politique, avec notamment le député Boyard. Oui, évidemment, mais c'était une très bonne idée. Il faut le faire. Il n'y a aucune raison de se coucher. C'est-à-dire, l'essentiel de la classe politique se couche. D'ailleurs, l'exemple du président lui-même. C'est-à-dire, on peut rien faire. C'est toujours un peu l'histoire de Sciences Po. On l'a vu d'ailleurs à Sciences Po Grenoble. Laurent Wauquiez, qui est président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, a dit, c'était un repère d'islamo-gauchistes. Wauquiez a dit, allez, on arrête de subventionner. Il a coupé les subventions. Ils sont revenus la queue basse. Et puis, on a pu discuter. Le problème, ce sont les directions. Ce sont pas seulement les étudiants. Quand vous avez des directions molles, couchées, lamentables, soumission, pire que ça. Non, mais c'est horrible. Franchement, ce qu'a fait la direction Sciences Po Paris avec les étudiants, c'est-à-dire en disant allez, on va revoir tous les contrats avec les autres universités israéliennes, c'est-à-dire là, on rentre dans un truc de fou. Donc, et on s'en rend pas compte et on laisse faire. Donc, moi, je pense qu'effectivement, François-Xavier, il est allé au contact. D'ailleurs, il fait une très bonne campagne. Moi, je l'avais déjà dit avant. Vous savez, c'est intéressant. Il s'est révélé davantage hier. Oui, mais c'est-à-dire, il a du caractère. Il est un petit peu, peut-être, on peut dire un petit peu posé, un petit peu trop posé. Il faut qu'il commence à apprendre à être un peu voyou, disons. Mais au sens animal politique, oui, c'est ce que vous voulez dire. Je le précise ce matin. Oui. Dans un sens positif. Oui. Mais je pense qu'il a toutes les capacités. Mais c'est intéressant d'ailleurs cette campagne européenne parce que ça a révélé des tas de gens. C'est ça qui est intéressant, on est en train de changer d'air. Ça, c'est intéressant. Vous nous direz de quoi ça a été le révélateur. Mais tout d'abord, encore sur ce sujet, Olivier Gisbert, la Sorbonne, donc évacuée cette nuit. Et lors de ces nouveaux blocages et rassemblements, je suis sûre que vous avez été attentif au slogan. Il y a eu comparaison Gaza-Vietnam. Et puis, je voudrais vous faire écouter Place de la République à Paris. On a pu entendre ça. Slogan faisant un parallèle entre Gaza et Treblinka notamment, au cri de plus jamais ça. Que révèle un tel parallèle ? C'est dégueulasse. Il y a tout simplement aujourd'hui en France, mais il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt, il y a un courant antisémite. Il y a un antisémitisme d'extrême gauche. On nous parle depuis des années de l'antisémitisme d'extrême droite. C'est vrai qu'il y a eu une tradition, notamment au cours du XXe siècle, et au XIXe, mais c'est évident, on ne va pas dire le contraire. Mais il y a aussi eu toujours une tradition antisémite d'extrême gauche qu'on a un peu oubliée, Jules Guesde, et puis les premiers écrits de Jean Jaurès, faut pas oublier, qui étaient abjects. Et après il a changé, Jean Jaurès, il y a des gens qui ont changé comme ça, comme d'ailleurs Bernanos. Et aujourd'hui on voit très bien ce qui se passe, c'est-à-dire c'est l'idée de nazifier Israël, c'est-à-dire d'inverser complètement les choses, de relativiser, de banaliser, etc. Et là, ce qu'on a aujourd'hui par des gens incultes, parce que c'est ça aussi qui est extraordinaire, c'est le côté absolument ignare. Pour vous, c'est un cocktail ignorance, bêtise, haine et antisémitisme. Ça peut donner quoi un tel cocktail ? Est-ce que ce sont des minorités bruyantes ou agissantes, ou est-ce que vous dites attention, les minorités font l'histoire ? Ah non, les minorités agissantes ne font pas toujours l'histoire, Dieu merci, parce que sinon, il y aurait des révolutions tout le temps. Je pense simplement, il suffit de s'opposer, il suffit de dire les choses, il suffit de dire que Israël a toujours été une terre juive depuis la nuit des temps. Alors, c'est l'idée, vous voyez, oui c'est vrai, vous avez la mosquée Al-Aqsa, mais je vous signale qu'elle repose elle est au-dessus, il y avait quand même un temple juif, le temple du roi Salomon, c'est dans tous les livres, mais c'est pas pour autant qu'il faut pas une solution à deux États. Mais évidemment, évidemment. Mais attendez, moi je suis pas du tout netanyahouiste. Moi, on me classe maintenant juif parce que je défends Israël. On vous classe juif ? Ben oui, parce que c'est comme ça. Aujourd'hui, tout le monde est essentialisé. Si vous défendez Israël, vous êtes juif. Bah non. Mais simplement, je suis pour le droit à l'existence d'Israël. Et aujourd'hui, vous avez en France, vous voyez l'explosion des actes antisémites. Est-ce que c'est pas de l'antisémitisme de faire ce que font d'ailleurs un certain nombre de députés LFI
hein, comme Madame Soudé par exemple, de dire que de parler que d'islamophobie quand on voit les chiffres, les derniers chiffres sur les actes antisémites, 300% d'augmentation, 366 faits au premier trimestre. C'est ce qu'a dit Gabriel Attal l'autre jour. Qui lui fait un parallèle, dénonce l'antisémitisme de LFI et dit que Jordan Bardella a mis du temps à reconnaître l'antisémitisme de Jean-Marie Le Pen. Vous avez vu cette tenaille qu'il a mis en avant? Oui, mais enfin ça c'est bon, c'est de la politique. On est en campagne. Oui, on est en campagne. À mon avis, il y croit pas lui-même parce que effectivement, Bardella, bon, pour ne pas avoir d'ennui avec Marine Le Pen, enfin, il pensait peut-être qu'il risquait gros s'il le disait. Donc voilà, il a attendu l'autorisation de Marine Le Pen pour dire effectivement que Jean-Marie Le Pen était antisémite. Bon, enfin, faut pas être dupe, quoi. Et je pense, franchement, moi, je pense que de toute façon, Marine Le Pen, elle est la fille de son père, biologiquement, mais pas politiquement. C'est différent. On est dans autre chose. On est dans une sorte de populisme. Là, on peut critiquer le programme économique. Ça, je peux vous le faire pendant des heures, de Marine Le Pen. Mais elle n'est pas coupable elle n'est pas antisémite. De paroles antisémites. Non, on peut chercher. Moi, j'ai pas vu. Et chez Jordan Bardella non plus. Le problème qui peut se poser avec eux, c'est tout à fait différent. C'est par exemple, le poutinisme, la poutinolâtrie. Vous voyez, le côté un peu la fascination pour la force, pour le mal, etc., tout ce que vous voulez. Mais ça n'a rien à voir avec l'antisémitisme. L'antisémitisme, aujourd'hui, il est d'extrême gauche. L'antisémitisme, c'est LFI, et on le voit très bien. Mais c'est incroyable qu'il y ait encore des gens qui essaient de se cacher. Oui, là, quand Attal fait ça, je le mets pas dans cette catégorie-là, parce que c'est de la politique politicienne, de campagne européenne. Et le président de la République, votre éditorial dans Le Point la semaine dernière dressait un constat assez édifiant. Retour de l'antisémitisme, dites-vous, dérive des finances publiques, absence d'autorité. Pour stopper cette étrange défaite aux allures de décomposition, il faudrait que le chef de l'État se transforme en véritable homme d'État. Mais alors à qui avons-nous affaire si ce n'est pas un homme d'État? Je crois que nous avons assisté en France à une histoire d'amour, très belle histoire d'amour, entre Emmanuel Macron et Emmanuel Macron. Hein, c'est ça aujourd'hui. Oui, depuis 2017, c'est à peu près ça. Et d'ailleurs, voilà, il se filme, il se prend en photo. C'est ce que j'appelle la génération tout pour ma gueule. Hein, TPMG. C'est tout pour ma gueule, c'est-à-dire, voilà, c'est une génération un peu narcissique. Voilà, on est tout sur pour Instagram, ma gueule et quoi pour la France, alors? Oui, la France, je dirais pas qu'il est pas, comment dire, il essaie de faire son travail, je veux pas dire le contraire, mais simplement, c'est moins important. D'ailleurs, on voit bien, c'est une présidence qui a beaucoup papillonné. C'est impossible de s'accrocher à quelque chose, de voir qu'est-ce qu'il a voulu faire. On ne sait pas. Vous voyez, ça passe d'un truc à l'autre en permanence. Je sais pas, moi, on est incapable. Est-ce que vous lui reconnaissez... Les Français sont incapables de défendre le macronisme. Est-ce que vous lui reconnaissez, François-Olivier Gisbert, une cohérence, quelque chose sur lequel vraiment il n'a pas varié? Et beaucoup disent l'Europe, avec sa conviction, sur l'Europe, sa souveraineté européenne. Oui, sur l'Europe, mais avec les mauvais côtés de l'Europe. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a besoin de se montrer tout le temps avec la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen? Ça vous a choqué qu'elle soit présente lors de la visite du président chinois à la table? On a vu cette configuration à trois. Non, franchement, il y a des sujets beaucoup plus choquants que ça. Simplement, elle fait pas le poids. C'est une vision absolument affreuse de l'Europe. Il faut arrêter avec ça. C'est-à-dire que c'est une Europe qui ressemble un peu à la France de Macron, d'ailleurs. C'est une Europe qui laisse passer, qui laisse filer, vous voyez. C'est une Europe... Le problème de Macron, c'est ce que j'appelle les angles morts du macronisme. C'est-à-dire la dette, vous en avez parlé, mais c'est quand même important. Voilà, on laisse filer la dette, c'est pas important. Puis, de toute façon, il y a toujours des économistes marxistes ou LFistes qui vont expliquer, mais non, c'est pas grave, etc. Bon, voilà. Et puis, peut-être demain, d'ailleurs, peut-être les gens du Rassemblement National aussi. Non, mais c'est pas grave, endettons-nous. On verra à l'arrivée ce que ça donnera, surtout quand on s'endette auprès du Qatar et de la Chine. C'est une question de souveraineté. Qatar et la Chine. Oui, la souveraineté, parce que ces souverainistes qui disent, allez, ça va, allons-y, endettons-nous. À la fin il y a des comptes à rendre. Et d'ailleurs, on voit à la réception qu'a eu le Qatar. Vous vous souvenez, l'émir du Qatar, en France, c'était un peu le patron, quoi. Hein, la Chine, c'est un peu différent. Je reconnais, parce que là, il y a des histoires de droits de l'homme. On fait un peu attention. Mais c'est un problème de souveraineté. Et donc, vous avez ces angles morts, là. Aussi l'immigration. Jamais oublier l'immigration. Vous rajoutez les 123 000 de premières demandes d'asile aux 323 000 premiers titres de séjour, vous arrivez quand même à 446 000. Et donc,
entrer chaque année. Et en plus, j'apprends, ça c'est ce que nous a dit le ministre de l'Intérieur, il y aurait entre 600 000 et 900 000 clandestins. Donc vous voyez ce que ça fait par an. Enfin, est-ce que c'est 500 000, 600 000, 700 000 par an qui arrivent en plus? Enfin, c'est une grande ville, c'est peut-être une ville comme Marseille chaque année. Mais comment ne pas voir que là, tout le monde est débordé, que l'école est débordée, etc. Il faut revoir un peu tout ça. Il faut s'arrêter, se poser. Et puis, faire ce qu'on a réussi à faire en France pendant longtemps, c'est l'intégration. Parce que l'intégration, ça a marché quand même. Ça a marché pendant des décennies. Il y a des tas d'enfants de l'immigration et de l'intégration, d'ailleurs, parmi les musulmans. Mais bien sûr, mais là, vous décrivez une décomposition dans tous les... Mais que reste-t-il alors au président? Nous sommes une journée particulière, France-Olivier Gisbert, avec cette date qui marque la fin de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que vous faites partie de ceux qui disent qu'il ne reste plus que la commémoration, une commémoration aiguë pour le président de la République? Il ne reste plus ça dans notre pays pour rassembler aujourd'hui? C'est bien qu'il le fasse. Je trouve que c'est important de le faire. Bah oui, il y a au moins ça. Si vous voulez ça, là-dessus, je m'inclinerai toujours. Parce qu'il faut le faire. Il a dit énormément de bêtises sur la France. Il n'y a pas de culture française, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, les crimes contre l'humanité, pendant la colonisation, etc. Tout ça démontrait d'ailleurs, comment dire, une culture historique très déficiente. Hein. Je pense que ni Mitterrand, ni De Gaulle, ni personne n'aurait parlé comme ça. Bon. Là, quand il fait la commémoration... C'est un manque de culture ou une autre vision de l'histoire? Non, c'est un manque de... Bon, il y a un côté, vous avez raison, il y a le côté, effectivement, international, etc. Tout ça n'est pas important, la France est un petit pays, puis de toute façon, bon. Mais ça, c'est... Moi, je dirais quand même, le fond de l'affaire, c'est beaucoup d'ignorance. Mais, bon... Il apprend, et puis je veux dire, la commémoration c'est très important. Il faut serrer les coudes. Si vous voulez, le pays n'est pas foutu. Moi, je supporte pas l'idée. D'ailleurs, les déclinistes, ceux qu'on appelle les déclinistes, sont en général ceux qui disent il y a pas de problème. Donc endettons-nous. L'immigration est très bien. Voilà. Les vrais déclinistes sont ceux-là. Intéressant ce que vous dites. Pour moi, ce sont ceux-là. Les vrais déclinistes qui disent tout va bien, tout va bien. Et ceux qui disent alors tout est foutu, c'est terminé. Non. Ceux qui disent, moi je dirais, il y a ces problèmes, il faut les régler. Réglons-les et battons-nous. C'est pour ça que j'ai parfois ce ton un peu en colère, parce que on est face souvent à des gens qui vous disent que d'abord soit tout est foutu, soit c'est pas grave. En tout cas, je ne sais pas si c'est de la colère, c'est du véritable engagement, mais transpartisan. Est-ce que vous le sentez, cet engagement dans cette campagne des européennes? Si vous pouvez nous dessiner un petit peu la photographie de chaque candidat pour aller vite. Moi, c'est très intéressant parce que les campagnes européennes, j'en ai suivi énormément, bien sûr. J'imagine, oui. Je ne les ai pas comptées. Mais je ne vais pas les compter moi-même. Mais ça n'a pas d'importance. En général, il sort, voilà, par exemple, un clown là, Cohn-Bendit, qui va devenir brusquement le prochain président, etc. Bon, puis au bout de quelques semaines, tout est retombé, personne n'en parle. Là, c'est intéressant parce que c'est une campagne qui coïncide avec, enfin. L'après-Macron a commencé. Tout le monde en est bien conscient. C'est fini. Et de toute façon, depuis 2022, il n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Il a toujours pas compris. Et puis, je sais pas trop ce qu'il va faire. Puis maintenant, il y a des motions de censure qui vont lui tomber sur le dos. Hein, ça va être un peu compliqué. La première, on peut faire comme si c'était pas grave. La deuxième, de toute façon, il faut toujours que le Premier ministre démissionne, mais enfin, on peut le reconduire. La deuxième, est-ce qu'on peut le garder? Je sais pas. La troisième, ben voilà, à un moment donné, peut-être qu'il faut faire des élections législatives. Donc, nouveau paysage politique après ces européennes. Voilà, il y a un nouveau paysage politique, et ce qui m'intéresse, il y a aussi une nouvelle génération. C'est-à-dire que il y a, Jordan Bardella, évidemment, qui est vogue très au-dessus des autres, mais enfin, qui est une machine, quoi. C'est assez impressionnant. Inarrêtable. À 28 ans. Point d'interrogation. Non, mais vous vous rendez compte, à 28 ans. À 28 ans, une espèce de maturité, bon, bref. Et à Bardella, il y a François-Xavier Bellamy. Franchement, moi j'ai toujours cru qu'il avait, parce qu'il a beaucoup de potentiel. C'est un prof de philo qui a beaucoup travaillé. C'est important. Dans la politique, c'est très important le travail, et c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Valérie Hayé, c'est intéressant, elle s'est fait démonter complètement par Jordan Bardella. Est-ce qu'elle a du potentiel pour vous? Énorme. À mon avis, oui, parce qu'elle a quelque chose, c'est indéniable. Enfin, 3-4 ans de boulot quand même. Elle n'est pas prête. Faut attendre les prochaines européennes, mais je pense que c'est quelqu'un qui a quelque chose. C'est rare les macronistes qui ont quelque chose. Hein. Alors peut-être qu'il veut. Enfin, il y a Gabriel Attal, c'est tout. Sinon, tout est dit. Ouais, voilà. Bon, il y a que lui. Maintenant, il y a aussi peut-être Valérie Hayé. Il y a la tête de liste LFI, enfin l'autre, pas Manon Aubry, Rima Hassan, tête de liste finalement devenue par Gaza. C'est un épiphénomène. Je pense que là, je pense que c'est... Bon, en plus, quand on commence, il y a
un papier dans Le Point là sur ses financements syriens, comment elle vit, etc. Enfin tout ça, moi ça me paraît, je pense pas que c'est appelé à aller très loin. Il y a Marion Maréchal aussi, c'est-à-dire qui fait un retour après des années d'absence, je sais pas, une petite dizaine d'années d'absence. Là, elle revient et elle existe. Donc, non, il y a plusieurs. Il y a Raphaël Glucksmann aussi qui fait une campagne tout à fait intéressante parce que ce qui se passe, c'est que si vous voulez, vous avez les pôles anciens, la droite et la gauche socialiste et puis la droite, disons républicaine, qui essayent de réexister à travers cette campagne parce que ils s'imaginent, clivage traditionnel, sans doute pas à tort, que quand ce sera vraiment définitivement la fin de Macron, eh ben la France va à nouveau se restructurer entre une gauche et une droite, et puis aussi une droite populiste comme celle qu'incarne Marine Le Pen. Mais il y aura, enfin, les LR c'est pas fini, si vous voulez. En plus, les LR, quand on regarde, ils ont quand même un maillage territorial important. C'est pas seulement maillage territorial, ça me frappe toujours, mais ça j'entends toujours la presse vous dire c'est fini le LR. D'ailleurs, ils disent la même chose sur le Parti Socialiste, qui peut renaître. Mais le Parti Socialiste, il y a un petit handicap par rapport à LR. Il a peu de présidentiables en dehors de François Hollande et peut-être de Stéphane Le Foll. Je trouve que le LR, lui, a énormément de présidentiables. Vous aviez hier David Lisnard. Oui. Il y a aussi évidemment le. Bon, en politique, on n'est jamais mort. Ne me faites pas tout parce que sinon on reste jusqu'à tout à l'heure. Mais ça me ferait plaisir. Oui. Un mot pour conclure, c'est important quand même parce que je vois un point commun et ceux qui nous regardent et nous écoutent avec Bernard Pivot, l'amour des mots, des livres, etc. Et puis vous avez animé également, comme évidemment lui, des émissions littéraires. J'imagine que vous admirez le monstre d'érudition qu'il a été. Oh, plus que ça, parce que c'était énorme. Ça faisait de la France une exception culturelle. Hein, c'est incroyable. Joliment dit. Mais oui, parce que on était le pays qui lisait le plus toute la vie. Vous n'avez pas connu ça, mais c'était dans les années 70, 80, 90. On ne sortait pas le vendredi soir. On était tous, enfin, toute une génération. On est scotchés devant notre écran. Et c'était quand même, voilà, c'est on l'a été un aussi énorme, avec vous après. Un énorme bonhomme qui a fait énormément de bien aux livres, à la littérature. Et vous savez, c'est important. À un moment où l'ignorance fait énormément de progrès, hein, et donne parfois d'ailleurs une idée de l'infini, hein, autour de Sciences Po Paris. Le meilleur bouclier, le livre. Et je vous conseille donc la série, évidemment, que vous êtes en train de poursuivre. Bah oui. Merci François-Olivier. Un quatrième qui vient. Merci Franck-Olivier Gisbert et à bientôt. Merci à vous. Merci Sonia Mabrouk, merci François-Olivier Gisbert.